Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Go for a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter des valeurs et des marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent, président de Réseau Entreprendre Atlantique. Salut Vincent. Salut Kevin, merci de m'inviter. Avec plaisir. Je sais que beaucoup de Nantais te connaissent, puisque toi aussi tu es de Nantes, mais est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas? Rapidement, je suis un entrepreneur, j'aime bien dire récidiviste plutôt que serial entrepreneur, parce que ça ne réussit pas à tous les coups. Ouais. Et donc, mais voilà, j'ai démarré moi ma carrière à 22 ans, tout fraîchement sorti d'école, enfin pendant même mon école, avec une première entreprise, puis une suivante, puis une autre, enfin voilà. Et à côté de ça, je navigue beaucoup dans l'écosystème pour participer au dynamisme du territoire, et notamment au travers de la présidence de Réseau Entreprendre Atlantique ici. Et donc, est-ce que tu veux du coup nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de Réseau, comment ça fonctionne, pour qui c'est destiné? Oui, alors Réseau Entreprendre Atlantique, en fait, c'est une association de chefs d'entreprise bénévoles. Donc, on est 300 à Nantes, 300 chefs d'entreprise bénévoles qui aident des futurs chefs d'entreprise à le devenir, en fait, parce que voilà, on apprend sur le tas, bien sûr, un certain nombre de sujets, d'embûches, de succès, d'échecs. Et donc nous, ces chefs d'entreprise-là, on est là pour les accompagner à la fois dans leurs projets, c'est-à-dire être à leur côté sur des conseils au quotidien, et puis on leur prête aussi une somme d'argent sous la forme d'un prêt d'honneur qui leur permet d'ajouter à leur apport personnel dans l'entreprise pour se donner encore plus de chances de réussir. Et donc nous, ce qu'on accompagne, c'est des primo-entrepreneurs, donc des gens qui n'ont jamais créé l'entreprise ou jamais repris l'entreprise, ou alors des entreprises qui ont pignon sur rue dans des projets de croissance. Et on leur met à disposition un chef d'entreprise qui va les accompagner pendant 2 ans, ou dans le cas d'une croissance, 3, 4, 5 chefs d'entreprise qui vont faire un comité stratégique, là aussi pendant 2 ans. C'est du mentorat. Voilà, si on veut simplifier les choses. Et pour faire du coup le parallèle avec Ngo, donc nous on a été lauréat en 2019, au moment où on avait 2 ans de boîte, les Galeries Lafayette, Eram, on a eu pas mal de grosses commandes, on a eu besoin à la fois d'argent pour financer tout ça, mais aussi de conseils, d'expérience, parce que la société commençait à se structurer. Tu disais, voilà, nous, on a rien, on vient pas de ce milieu-là, de la chaussure, on avait beaucoup à apprendre. Et du coup, on a trouvé des gens qui ont pu nous aider, tout un réseau Entreprendre. Et cet argent-là a servi à croître, à financer cette production. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans qu'on est accompagné par Réseau, on passe membre d'Avenir. Donc c'est pour ça aussi qu'on t'invite sur ce podcast pour parler de Réseau et parler de tout ce que ça a pu nous apporter à nous, mais à tous les autres chefs d'entreprise. Je voudrais parler plus en détail de quelque chose qui nous concerne, c'est l'impact. Réseau Entreprendre n'avait pas forcément, quand ça s'est créé en 1986, la vocation à impact. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et dans toutes les entreprises. Et du coup, ça devient un objectif numéro 1 pour Réseau. Ouais, alors en fait, l'impact, il était déjà dans la naissance de Réseau Entreprendre, puisque l'impact, c'était le sujet de créer de l'emploi. Comme c'est né d'un plan de licenciement très important chez Fildar dans le nord de la France, l'idée, c'était de dire, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça sur le bord de la route. Donc, comment on fait pour leur trouver de l'emploi, donc pour qu'ils puissent retrouver à la fois de quoi manger, une dignité, enfin voilà, donc c'était déjà cet impact-là. Eh bien, on va les aider à créer de l'entreprise pour qu'ils eux-mêmes créent de l'emploi. Donc pour créer des emplois, créons des employeurs. C'est l'origine du réseau. Et bien sûr, dans les années qu'on vient de passer, le sujet environnemental et social est majeur, il est central dans la conception, en tout cas que nous on se fait de l'entreprise. Donc on s'est dit, comment on intègre ça dans Réseau Entreprendre. Et il fallait que ça soit pragmatique, parce que l'idée n'était pas simplement de faire de la philosophie, mais parce qu'on a une association qui travaille avec des méthodes d'entreprise. Alors, c'est pas pour cliver, c'est plus pour dire on essaie de faire des choses qui soient les plus séquencées, dynamiques et professionnelles possibles. Et donc cet impact, comment il vient servir la mission de l'entreprise, comment il vient servir sa profitabilité aussi, parce que c'est important, une entreprise qui dure, c'est une entreprise qui génère du profit. Ouais. Après, on peut parler de tous les aspects de partage de richesse, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, il faut qu'une entreprise gagne de l'argent pour qu'elle survive. Donc comment cet impact va venir avoir des effets positifs
sur l'entreprise qu'on va accompagner. Donc, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, sur la façon dont on va chercher des entreprises, on va s'intéresser à la mission qu'elles se donnent. On ne cherche pas que des entreprises à mission, hein. C'est important. On cherche des entreprises qui... Parce qu'en plus, on a des entreprises qui sont dans des domaines d'activité très différents. Ouais. Ça va du restaurateur, en passant par la fonderie, en passant par le paysagiste, en passant par l'industriel, en passant par la start-up. Enfin voilà, c'est très varié. Donc, dans la mission que se donne cette entreprise, jusqu'à quel point elle intègre une dimension d'impact social et ou environnemental. Ouais. Est-ce qu'elle va travailler sur l'insertion? Est-ce qu'elle va travailler sur des circuits courts? Est-ce qu'elle va travailler... Voilà. Et nous, ce qu'on demande à toutes les entreprises maintenant qui postulent, c'est d'avoir au moins un pan de leur chaîne de valeur qui est orienté vers ça. Et pour rappeler donc comment ça se passe, on passe donc nous on est passé devant un jury composé de généralement 8 personnes à peu près, qui donne à la fin de notre présentation, ils votent si oui ou non on doit être lauréat. Il faut que ce soit l'unanimité qui dise oui. Oui. Et il me semble que du coup est venu se rajouter une question sur l'impact. C'est-à-dire maintenant on questionne l'impact de l'entreprise pour décider si oui ou non elle peut rentrer chez Réseau Entreprendre. C'est ça. C'est ça. Hein, donc aujourd'hui, il y a 3 questions, enfin il y a 2 questions à l'origine. Sur la personne, est-ce que la personne, on la sent accompagnable? Est-ce qu'elle a le sens de l'écoute? Est-ce qu'elle a l'envie dans son projet? Est-ce qu'elle a le feu? Enfin voilà, on se préoccupe de la personne. Et puis, la deuxième question, c'est le projet. Nous semble-t-il viable dans l'état actuel des choses, parce que ce serait bien présomptueux de dire c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, c'est plus par rapport à ce qui est projeté, est-ce que les fondamentaux sont là ou pas? Et puis la troisième question qu'on pose maintenant, c'est est-ce qu'effectivement cette entreprise va avoir un impact positif, environnemental et ou social, sur au moins un pan de sa chaîne de valeur par rapport à l'état de l'art du marché, quoi. Voilà. Et comment toi tu penses, donc là tu disais tout ça est questionné, il arrive que des fois un candidat soit refusé, alors soit en amont, soit au moment du jury. Comment on arrive à dire à quelqu'un que soit c'est lié à lui, soit c'est lié à son projet, mais que pour le moment ça ne va pas le faire, mais en même temps, comme tu dis, de toute façon le maître mot de Réseau Entreprendre c'est la bienveillance, donc le dire avec bienveillance et que ça serve plutôt que ça desserve derrière. Ouais. Bon, ça c'est toujours un peu compliqué. Alors déjà, il y a très peu de refus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase de préparation en amont de ce comité d'engagement, donc de ce comité de sélection, qui est très important, qui est fait par des chargés d'études, donc qui sont des personnes qui sont issues du milieu de l'entreprise et qui sont soit en retraite, soit en transition professionnelle, soit, enfin, voilà, des gens qui vont accompagner la boîte. Donc déjà, 3 à 6 mois de travail de préparation, ce qui peut paraître très long, mais en fait, c'est pour le faire sérieusement. Ouais. Et ces 3 à 6 mois de préparation, ce sont des mois pendant lesquels le porteur de projet ou la porteuse de projet va faire grandir son projet de manière incommensurable. Enfin, c'est très significatif. Et ensuite, à l'issue de ça, on dit « Ok, on pense que tu es prêt ou tu es prête ou non, il vaut mieux attendre ou renoncer. » Donc voilà. Donc quand on envoie quelqu'un au comité d'engagement, en général, on sait que le projet, il a toutes les chances de passer. Voilà. Avec toute la difficulté qu'il y a eu pendant l'année 2020 où c'était plutôt en visio qu'en présentiel. Et d'ailleurs, pendant cette période, comment toi, en tant que... Donc, tu as commencé, je crois, ta présidence de réseau peu de temps avant le Covid, il me semble. Oui, j'ai pas eu une présidence très normale, moi. C'est, peu d'événements physiques. Peu d'événements physiques, peu d'événements de convivialité, mais ça a été quand même très intéressant parce que finalement, c'est là qu'on a vu toute l'essence de Réseau Entreprendre. D'accord, il y a des réunions entre tous les membres, ce qu'on cherche souvent dans un réseau, hein, oui. Certaines formes de convivialité. Enfin, l'essence même de ce réseau, c'est l'accompagnement individuel de chacune des entreprises qu'on accueille, et chacun des porteurs et porteuses de projets. Ce qui là, nous a obligés à nous concentrer principalement là-dessus, pour en plus aider ces porteurs et porteuses de projets à réussir à passer le cap, quoi. Donc déjà, les désangoisser, ouais. Les aider à poser le sujet, les aider à passer le cap, les aider dans les démarches administratives avec toutes les aides et tout, parce que on a été très critique vis-à-vis des institutions, mais enfin, elles ont quand même mis très peu de temps à se mettre en marche. Donc effectivement, c'était pas évident de s'y retrouver, donc il fallait les aider là-dessus. Puis un accompagnement humain, tout bêtement, hein. Et donc,
accompagnement hyper individualisé. Chacun a été appelé, l'équipe des collaborateurs de Réseau Entreprendre, parce que donc il y a des salariés chez Réseau Entreprendre qui s'occupent. Ils ont fait un travail remarquable, au plus près. Donc voilà. Donc, on a retrouvé l'essence même. Enfin, on l'avait pas perdu, hein, mais en tout cas, on s'est concentré sur l'essence même de la mission. Et dans un laps de temps hyper court, parce qu'il a fallu réagir super vite. Ouais. Toi, comment est-ce que tu... Sachant que chaque accompagnateur et accompagnatrice de ces porteurs de projets avaient leur propre entreprise à gérer et dont il fallait faire traverser la crise aussi, quoi. Ouais, parce qu'on rappelle que c'est des chefs d'entreprise qui payent pour adhérer à l'asso et qui en plus donnent de leur temps bénévolement. Oui, on paye pour être bénévole. Chefs d'entreprise pour aider d'autres chefs d'entreprise dans l'esprit de bienveillance et de collectivité et de solidarité. C'est ça. On paye d'ailleurs parce qu'on demande une cotisation parce que c'est notre seule source de revenus de l'association. On veut garder une totale indépendance. On ne marche pas avec des subventions. Ouais. Donc on veut garder cette indépendance. Donc les cotisations servent au fonctionnement de l'association et des salariés de l'association. Il y a du mécénat pour les événements. Et après, tout le reste, c'est du temps homme et temps femme qui est généreusement donné par l'ensemble des chefs d'entreprise. C'est des dizaines de milliers d'heures qui sont amenées par les chefs d'entreprise membres de l'association. Et justement, toi, tu es chef d'entreprise, tu as créé, tu disais, plusieurs entreprises. Aujourd'hui, tu es aussi président de Réseau Entreprendre. Tu as du coup une vision de l'entrepreneuriat et du monde de l'entreprise, en plus en local depuis plusieurs années. Comment est-ce que tu as vu évoluer la vie nantaise, la vie économique nantaise, avec le Covid qui est arrivé, etc., l'impact? Est-ce que toi, tu as une vision de tout ça? Ou sur le numérique notamment, où toi, tu es issu du numérique? Vu de ma petite fenêtre, moi je navigue beaucoup dans le tertiaire, même si j'ai aussi un peu roulé ma bosse dans le milieu industriel, etc. Mais je pense que le milieu industriel a beaucoup souffert. Le service, finalement, pour beaucoup... Alors, je ne parle pas de l'événementiel ou du CHR, enfin de la restauration, parce que là, ça a été une cata. Mais pour beaucoup, ont pu continuer à réaliser leurs activités. Côté industriel, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que là, on ne peut pas télétravailler, quoi. Des chaînes de montage, de la logistique, Bon, ça a été plus difficile. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable sur ce territoire, c'est toujours sa forme de résilience, son agilité, sa capacité à s'entraider. C'est-à-dire que dès le départ, les différentes fédérations, que ce soit syndicats patronaux, associations de bénévoles, etc., on s'est très vite parlé, quoi. Donc on se connaît, on se parle régulièrement. Très vite, on a concentré nos efforts ensemble sur comment on pouvait aider nos porteurs de projets, aider même peut-être d'autres associations, aider nos membres aussi, parce que on avait des membres aussi qui étaient en difficulté. Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà, et avec ça, c'est assez rare aussi pour le noter, avec tout de même un certain alignement politique. C'est-à-dire que la région, la métropole et les entreprises, tout ce petit monde-là se parle. Ils sait se parler et ils sait s'aligner quand c'est nécessaire. Et ça fait une sacrée différence. Il n'y a pas trop de guerre de chapelle, en fait, chez nous. Ça, c'est quand même très appréciable. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde économique et politique. D'autant que Réseau Entreprendre, donc, il y a différentes fédérations, différentes régions. C'est niveau international, mais pas que, c'est aussi international. Il y en a dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a eu, pendant cette période-là, une concertation au niveau national ou international pour mettre en place des dispositifs où le fonctionnement est vraiment par région ou département? Alors, chaque association est une association de loi 1901 avec sa propre gouvernance et ses propres décisions. Après, on répond tous à un cahier des charges qui est délivré par la Fédération nationale et internationale pour qu'on puisse conserver tout simplement le nom de Réseau Entreprendre. Donc, on répond à des missions, on répond à des process, on répond à une utilité publique. D'accord, parce que c'est important aussi. Et la fédération est chargée finalement d'agréger les bonnes pratiques des différentes associations en France
tu le disais, 126 implantations. Hein, donc, et en fonction de ça, de pouvoir délivrer aux uns et aux autres, tenez, regardez ce qui se passe en PACA, regardez ce qui se passe en Languedoc-Roussillon, regardez ce qui se passe en Rhône-Alpes, que sais-je. Je dois avoir envie de soleil parce que j'ai quand même bien localisé sur le sujet. Et ils redélivrent ça aux différentes associations qui en font ce qu'elles veulent. Ouais. Voilà, on est quand même assez libre de nos mouvements et des initiatives qu'on peut avoir. Et Nantes est parmi les 5 plus grosses associations en France, avec Lille évidemment et l'historique, avec Paris. C'est là où on sort le petit drapeau chauvin nantais. Voilà, parce qu'effectivement, en nombre de membres, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et en nombre de projets, on doit être à 50 projets accompagnés sur cette année-là. On fait une année record là, cette année. Donc voilà, on est bien dynamique. Donc souvent, on amène aussi auprès de la fédération des initiatives qui permettent d'alimenter les autres en France et à l'étranger, plus récemment. Et d'autant que le président de Réseau France, c'est un ancien de Réseau Entreprendre Atlantique. Absolument, voilà. Donc ça aide. Là, c'est le hasard du calendrier qui veut ça, mais oui, on a Olivier de la Chevannerie qui est président France et qui fait un boulot pas simple parce que voilà, au niveau national, c'est très prenant. Donc là, c'est un sacerdoce. Mais il fait ça très bien et puis là, voilà, ça nous permet nous aussi d'avoir un peu de portée encore plus importante sur le national. Bien sûr. On va, comme à tous nos podcasts, faire une petite pause jeu. Ouais. Tu viens du numérique, on l'a dit. Ouais. Dans le numérique ou de manière générale dans l'entrepreneuriat, la start-up, il y a beaucoup de mots, un peu les anglicismes, où des fois on comprend rien à ce que ça veut dire, ou c'est détourné de son propre sens, etc. Donc là, l'idée, c'est plus un peu de dire à quoi, qu'est-ce que veulent dire ces mots-là, mais en rigolant forcément un petit peu. Moi, je trouve ça toujours un peu drôle quand, des fois, dans une phrase, on place plus de mots d'anglais que de français. Ouais. Donc, j'en ai 4 comme ça. Donc, ça va être assez court. Qu'est-ce que ça veut dire participer à un networking? Est-ce que c'est travailler sur Internet, rendre son travail beaucoup plus net, ou rencontrer pour élargir son réseau professionnel? C'est évidemment la troisième solution. Mais et ce qui est finalement Réseau Entreprendre quelque part aussi. Et c'est une partie d'un Réseau Entreprendre, absolument. On ne vient pas chez Réseau Entreprendre pour faire du réseau. Non. On vient vraiment pour donner du temps pour des porteurs ou des porteuses de projets. Mais évidemment, le dommage collatéral positif de ça, c'est la rencontre avec d'autres membres. Et puis surtout, notre capacité à mettre en connexion les porteurs et porteuses de projets avec d'autres membres pour faciliter du business, du social, que sais-je quoi. Et c'est Catherine Debord, donc la directrice de Réseau Entreprendre Atlantique, qui dit, mais je ne sais pas si c'est d'elle qu'un entrepreneur qui s'en sort, c'est un entrepreneur qui sort. Alors ça, ouais. Je ne sais pas si c'est d'elle, mais elle le sort souvent. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Il n'y a rien qui se fait derrière un ordinateur. Ouais. Ouais, exactement. Le deuxième mot, la love money. La love money, est-ce que c'est l'argent qui rend heureux, une épargne affective de proximité, ou faites l'amour et pas la monnaie? L'argent qui rend heureux, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais non, je pense pas. On sait que c'est pas toujours le cas. On sait que c'est pas toujours le cas. Non, c'est évidemment la deuxième solution. Et ça, c'est un principe d'inégalité dans la création d'entreprise qui est assez fort. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas toujours compte dans les milieux dans lesquels on évolue, mais d'avoir un entourage qui est capable de prêter un peu d'argent pour le démarrer. Eh bien, quand on fréquente d'autres associations qui sont sur l'insertion, là on se rend compte que c'est une aide au démarrage qui est absolument formidable. Clairement. Et dont il faut avoir conscience. Et qui peut être un complément ou un substitut aux banques, etc. Le crowdfunding, qui est un nouveau financement aussi qui est apparu il y a peu de temps. Et dans le côté love money, il y a surtout aussi, je pense, le côté love, où au-delà de l'argent qu'on peut avoir de nos proches, c'est aussi quand on entreprend le soutien qu'on peut avoir de nos proches. Soutien dans être poussé dans son projet, parce qu'on sait que ça demande du temps, de l'énergie, c'est du stress, ça se passe pas toujours comme on veut. Et quand on a sa femme, son mari, ses proches, la famille qui nous soutiennent là-dedans, c'est quand même plus simple que d'être tout seul ou d'avoir quelqu'un qui nous tire vers le bas.
Et ça, c'est vrai que c'est pas... Donc moi, avant de Ngo, je travaillais en tant que comptable à Baker Tilly Strego. Ouais. Et c'est souvent quelque chose qui revenait dans le chef d'entreprise, c'est savoir finalement, OK, il y a ton business plan, etc. Mais toi, personnellement, comment tu vis, avec qui, comment, par qui t'es accompagné, est-ce que tu as déjà un entourage, un réseau, et ça, c'est hyper important. Et il faut aussi, dans ce principe de love money, il faut aussi être capable, pour la personne qui a donné cet argent-là, de dire cet argent ne m'appartient pas. Il t'appartient pour éviter toute forme de pression aussi, affective, sur l'argent qui a été donné. Voilà, il faut partir du principe que la création d'entreprise, c'est un risque. Donc il faut que la personne qui prête cet argent puisse se dire, OK, potentiellement je peux ne pas le retrouver, mais je t'en voudrais jamais. Au contraire, je suis là pour t'aider. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je connaissais mon risque. Que les règles du jeu soient claires dès le début, parce qu'il y a des belles histoires d'amour ou d'amitié dans l'entrepreneuriat, mais il y en a aussi qui s'arrêtent dans les familles, dans les proches, etc. Donc, généralement, c'est comme des associés. On conseille que tout soit bien écrit, qu'il y ait un pacte d'actionnaires. C'est comme un mariage. Au début, tout va bien. Et puis, des fois, on ne sait jamais, au bout de 10, 20, 30 ans, comment ça peut se passer. Jamais d'angélisme dans les relations humaines. Il faut de l'affect, c'est important, hein, et puis de l'amour, de l'amitié, etc. Mais voilà, ça n'empêche pas d'écrire un certain nombre de choses et d'être clair dans les propos. Complètement. Et en plus, tu parles d'angélisme, et du coup, ça fait le parallèle avec le troisième mot. Magnifique. Tu me fais une transition, Vincent, qui est parfaite. Le mot business angels, qu'on a tous entendu. Est-ce que c'est de l'argent que gagne la chanteuse Angèle? Est-ce que c'est des personnes qui investissent leur argent dans une jeune entreprise qu'elle conseille? Ou est-ce que c'est un business créé autour des anges de la télé-réalité? Si c'était la troisième solution, ce serait marrant de voir ce que ça pourrait donner. Mais non, c'est évidemment la deuxième solution, le business angel, qui va aider. Donc là, la love money, c'est vraiment les proches. Business angel, c'est plutôt souvent des entrepreneurs, des gens qui parfois ont vendu leur entreprise, qui ont un peu d'argent de côté, ou même des gens qui sont en poste, hein, d'ailleurs, qui ont un peu d'économie et qui veulent aider. Voilà, là on est plus... Là, ce sera pas, on ne pourra pas leur dire, bon, estime que potentiellement c'est complètement perdu ce que tu mets là. Hein. Bon, là, le but est quand même... Ils attendent sur un retour sur investissement. Mais contrairement à des fonds d'investissement un peu plus agressifs, entre guillemets, je veux dire, ils n'attendent pas des rendements de x10. Quoi. Ouais. Et il y a un côté plus proche de l'entreprise et du dirigeant, généralement, il y a un affect. Ah oui, ouais. Tu l'as fait, toi, être business angel dans une entreprise Ah oui, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ouais. Okay. Je l'ai fait à plusieurs reprises, pas sur des montants mirobolants, mais simplement pour le plaisir d'accompagner l'entreprise qui était en train de se développer, et puis par admiration ou affection pour le porteur ou la porteuse de projet. Voilà. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'être mêlé à cette histoire. Et voilà, donc j'aime bien avoir régulièrement... des news, être dans le conseil d'administration ou être au comité stratégique, voilà. Puis après, humblement, on amène des idées si on le peut. Mais l'effet miroir, c'est exactement comme l'accompagnement d'ailleurs à Réseau Entreprendre. C'est qu'on vient donner du temps, mais finalement, on en récupère une richesse qui est dingue. C'est-à-dire quand je viens accompagner le porteur de projet, ben, je vais lui donner un certain nombre de conseils que je vais en même temps réécouter pour moi-même et en disant mais attends, je viens de le challenger là-dessus, ça fait un moment que je ne me suis pas challengé là-dessus et moi-même je ne sais même pas si j'aurai la bonne réponse à apporter, il faudrait peut-être que je m'y recolle. Ou alors quand on les voit avancer sur des choses avec beaucoup plus d'audace que peut-être nous on n'a plus, eh ben, ça vient un peu nous bousculer. Donc bref, on en tire une richesse qui est dingue. Je confie, alors j'ai pas l'expérience que tu as, nous on n'a que 4 ans, 5 ans bientôt d'existence, mais on commence à faire du mentorat avec Incubateur par exemple à Nantes. Là je vais du coup animer un club Réseau Entreprendre, donc le club 42, j'ai fait ça auprès de Benjamin. Et effectivement, je partage ça, c'est quand tu
conseilles des choses aux autres, ça te renvoie des choses à toi-même. Et parfois même, tu te dis, en fait, je suis en train de conseiller un truc où moi-même, je ne l'ai même pas fait, ou j'en suis pas capable ou autre. Et tu te dis, bon, c'est bien beau de conseiller, mais il va peut-être falloir se l'appliquer à soi-même. Et j'ai connu la même chose avec, après le cabinet Strego en expertise comptable, où on disait, n'autofinancez pas, ne gaspillez pas votre argent dans votre entreprise, empruntez, prenez l'argent extérieur, gardez votre autofinancement pour autre chose et n'épuisez pas tout. Et quand j'ai créé ma boîte, qu'il a fallu, on a commencé à croître, etc. Et ben quand c'est ton argent, quand c'est toi qui emprunte et pas l'autre, c'est pas juste des conseils, ben là t'as un peu plus les chocottes quoi. Et on a eu au début avec Ronan, on voyait les choses un peu trop petits. Et bon, avec le temps, on a appris et maintenant c'est bon. Mais au début, voilà, on était putain, j'ai conseillé à tout le monde d'emprunter. Et quand c'est moi qui dois le faire, là par contre, le stress n'est pas du tout le même. Les conseilleurs sont jamais les payeurs. C'est toujours pareil, mais c'est absolument dingue à quel point ce qu'on va conseiller, on va avoir du mal à se l'appliquer à soi-même. Donc c'est bien, ça challenge en fait de le faire. Nous sur Ocode, qui est l'entreprise sur laquelle je travaille actuellement, avec 3 autres associés. On passe notre temps à conseiller aux porteurs et porteuses de projets, focus, concentrez-vous sur un sujet petit et mettez-vous à fond dessus et ensuite vous agrégerez d'autres sujets plutôt que de prendre un sujet trop large et de vous disperser. Et nous, ça n'a pas manqué. Les 2 premières années d'activité, on s'est dispersé et on a perdu énormément de temps. Bon. Après, faire des conneries, ça permet aussi d'apprendre sur d'autres choses, etc. Donc il ne faut jamais rien regretter. Ouais, mais voilà, c'est toujours bien. Et donc, à la 8e fois où on le dit à un autre entrepreneur, mais focus, et qu'on a effectivement fait ces 2 ans de dispersion, bon, bah, on rentre au bureau, on se voit entre associés, on dit bon, ouais. Là, je crois que ça y est, on a assez joué, là, faut se concentrer. Ouais. Et petit aparté, tu as cofondé ou investi dans Imagination Machine, qui a du coup soutenu Joe et les Mini-Mondes, qu'on a interviewé hier, juste avant toi. Alors, je ne sais pas encore dans quel ordre sortiront les épisodes, mais voilà, petit lien entre nos invités. Illustration formidable de ce qu'est ce jeu à la nantaise, même si l'expression maintenant est un peu galvaudée, mais en tout cas, c'est le Julien Hervouette, le patron d'Ironvice, qui rencontre Rob Spiro, qui le convainc de monter cet accélérateur, enfin ce startup studio, ce qui deviendra après un startup studio, qui nous rassemble avec Adrien Poggetti et moi-même autour de Rob Spiro pour créer ce premier cercle, qui derrière va aller séduire et mobiliser un autre cercle d'entrepreneurs du numérique pour investir dans ce startup studio, qui, là, du coup, par mon biais, vient mobiliser des industriels, que ce soit des marques aussi, une marque de chaussures, des industriels dans la logistique, des industriels dans les panneaux photovoltaïques, etc. Donc, et on a réussi à mixer tout ce petit monde-là pour impulser des projets comme les Mini-Mondes, enfin, impulser très humblement, parce que c'est les entrepreneurs et les entrepreneuses eux-mêmes qui sont à la manœuvre, c'est eux qui mettent l'énergie. Vous mettez la graine et après eux, ils font tout le travail derrière. On crée le terreau. La graine, je dirais à la limite, c'est la meule, mais voilà. Et donc, ça, c'est une super illustration du dynamisme de ce territoire et de ce jeu très collectif, en fait, et très naturel. Qu'on arrive à maintenir depuis des années. Très bien, et je continue et je termine sur notre jeu avec la 4e question. Il faut m'arrêter. Oh non, t'inquiète, c'est fait pour ça. Tu vois bien que là, les propositions, généralement, la réponse est toute trouvée. C'est plus pour parler derrière sur ces différents mots. Et donc le 4e, c'est « J'ai fait un premier tour de table ». Donc quand on entend ça, est-ce que c'est tout le monde s'est présenté chacun son tour autour de la table? Est-ce que c'est récolter de l'argent pour financer son projet, lever de fonds? Ou est-ce que c'est prendre les commandes d'une table dans un restaurant? Et c'est bien sûr la 2e solution, mais maintenant que tu dis ça, je me dis tiens, ce serait drôle de savoir d'où vient l'expression de tour de table. Il faudrait que je regarde, tu vois. Parce que j'imagine qu'il doit bien y avoir une origine à ça. Sûrement le côté table de réunion, peut-être même table ronde,
on met tout sur la table et on livre notre entreprise pour trouver des investisseurs. Est-ce que c'est le poker? Peut-être. Tu vois, j'en sais rien. Ça serait amusant. Tiens. On recherchera et si on trouve, faut mettre on dans le les commentaires, en commentaire de vidéo le pourquoi de cette expression. On a parlé pas mal d'entrepreneuriat, etc. Est-ce que toi, aussi, alors très humblement, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui est en train d'entreprendre ou qui voudrait entreprendre, peut-être qui n'ose pas? Tu l'as dit tout à l'heure et Catherine le dit souvent, il faut sortir. Je pense que ça c'est très important. En fait, il faut parler de son idée. Il y a une idée reçue qui est de dire je garde mon idée pour moi, je vais me la faire piquer, etc. On est bientôt 8 milliards sur cette planète. Donc de penser qu'on est le seul à avoir l'idée à l'instant T au milieu de cette immense planète bleue, faut avoir soit un melon pas possible, soit se gourer complètement, quoi. Donc on n'est pas les seuls à avoir l'idée. Et l'idée, c'est pas ça qui fait l'entreprise, c'est plutôt la manière dont on va la faire avancer, l'exécuter, l'énergie qu'on va mettre dedans, et puis la façon judicieuse qu'on aura d'assembler un certain nombre de briques. Donc des idées, ça c'est pas ça qui vaut, qui a de la valeur. Ouais. Donc il faut en parler régulièrement, avec le plus de monde possible, parce que tout ça, ça donne des retours qui sont intéressants, des challenges, beaucoup de gens qui diront oui mais ça existe déjà ton truc, tu n'y arriveras jamais, bon, donc aussi ceux qui viennent décourager, mais parfois ça nous renforce aussi dans nos convictions, et puis je connais un tel, et je connais un tel, tiens il faut que je te le fasse rencontrer, tiens ce serait intéressant que tu vois machin, donc ça c'est indispensable. Ouais. C'est comme ça que en fait il faut voir ça comme un tricot qu'on démarre avec juste 2 fils, puis au fur et à mesure, 1 maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles, puis au bout d'un moment, ça finit par devenir un vêtement complet. Ouais. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc il faut sortir et parler de son idée. Ça, c'est à mon avis le premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est malheureusement le propre de notre façon de fonctionner à la française un peu. Il faut démarrer avec un truc merdique. Je fais exprès. Hein. Ouais. Un produit merdique dont on a honte, mais au moins il sera sorti. Ouais. Vaut mieux un produit merdique qui sort qu'un truc qu'on met dans les cartons pendant 2 ans parce qu'on trouve qu'il n'est pas parfait et qui finit par jamais sortir. Ça, c'est assez actuel et français d'essayer d'avoir le projet parfait, encore plus quand on parle d'impact, ou nous, en tout cas dans la mode éthique, où non, ma marque, elle n'est pas parfaite, mais est-ce que un jour, ce sera parfait? C'est souvent l'erreur de mélanger la vision avec l'exécution. La vision, elle guide l'exécution, mais on n'exécute pas une vision. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est que on a notre utopie. Et il faut en avoir une, il faut une utopie, parce que sinon on n'a pas envie d'avancer, quoi. Mais cette utopie, elle est servie par la basse besogne, et par parfois des chemins qui sont peut-être parfois contraires à cette utopie. Mais si c'est le chemin pour y parvenir, alors il faut quand même y aller, quoi. Ouais. Donc oui, mais votre exemple d'ailleurs m'a souvent inspiré ça, c'est que au début, on aide la population qui travaille sur le produit. Après, on travaille sur les ingrédients du produit. Après, on travaille sur ses externalités négatives. Mais on ne peut pas arriver dès le début en disant moi, mon produit, ma chaussure, elle est 100% zéro carbone, zéro impact, zéro externalité, voire même elle répare la planète. Et pas démarrer tout de suite comme ça. Et puis même, je ne sais même pas si un jour ça existera, parce que de toute façon, produire quelque part, c'est polluer. Et oui, tu as entièrement raison. Nous, quand on s'est lancé avec Ronan, on avait 3 piliers, le commerce équitable, le côté solidaire, puisqu'on reverse une partie de notre chiffre d'affaires, et l'éco-responsabilité. Les deux, on les a tout de suite mis en place, avec les artisans, avec notre atelier de fabrication, avec l'ONG saoudienne pour la construction d'écoles. Et l'éco-responsabilité, on ne venait pas du milieu de la chaussure, on a essayé. On a fait des échantillons en chanvre, en teinture végétale, en coton bio. Elles étaient belles,
mais elle remplissait pas le rôle d'une chaussure. Les différents tests, ça le faisait pas. La teinture végétale, c'est très technique, ça déteignait, etc. C'était pas possible. Donc on aurait pu se dire, bon, bah, on arrête là, on échoue, c'est mort, on n'y arrivera pas. On avait en plus envie de faire, de personnaliser les chaussures, de jouer là-dessus pour donner un côté plus personnalisé. Et en fait, on s'est dit, non, on garde les 2 premiers. On fait du mieux pour le 3e, l'éco-responsabilité. On a sorti à l'époque donc, des chaussures en toile de coton, type Converse, Vans, etc. Et on s'est dit, on va prendre de l'expérience et s'améliorer avec le temps. Et on a sorti petit à petit, on a trouvé de la matière recyclée, du plastique recyclé, du caoutchouc recyclé, le cuir, on a choisi du cuir sans chrome. Et puis, il y a eu de plus en plus de sourcing là-dessus avec le temps qui s'est fait. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on mesure notre impact. Donc, on a fait un bilan carbone. Ça nous donne un temps zéro pour s'améliorer dans le temps. Tu le dis, maintenant, on connaît nos externalités négatives. C'est la production en Asie, le transport, etc. Comment on trouve des solutions à tout ça? Et ça se fait petit à petit. Et si on avait pensé à tout ça dès le début, clairement, on ne se serait pas lancé. On aurait fait, c'est beaucoup trop gros, on n'y arrivera jamais. Donc oui, je suis d'accord de faire étape par étape, petit à petit, et avoir une petite dose d'irrationalité finalement quand on lance son entreprise. Absolument. Ça, c'est vraiment, c'est le 2e conseil que je donnerais. Voilà. Et puis le 3e conseil, si j'en ai un 3e, parce que j'aime bien que les choses aillent par 3, moi, je suis un peu, j'ai toc là-dessus. Mais le 3e conseil, c'est, je pense qu'il ne faut pas créer une entreprise pour faire du pognon. C'est-à-dire que, évidemment qu'on pense tous à notre confort de vie, voilà, enfin tous, d'ailleurs pas tous, mais enfin en tout cas beaucoup, on pense à ça, et puis surtout à bouffer, tout simplement, à manger. C'est un objectif qui n'est pas un bon objectif dans la création d'entreprise. Parce que du coup, on va se créer un stress que là-dessus. Ouais. Et donc, on va oublier complètement ce qu'est la mission. On va s'épuiser parce qu'on va même plus savoir pourquoi on fait les choses. Et on va être concentré que sur ces choses-là. Si on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a dans les tripes, qu'on a envie de faire avancer, qu'on est la bonne personne pour le faire, qu'on s'entoure bien. Oui, on en revient à ce qu'on Parce que ça, c'est que ça soit à l'extérieur de l'entreprise ou dans l'entreprise, l'argent, il viendra naturellement. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc c'est pas une fin en soi, l'argent en entreprise. C'est un moyen. Donc ça, je pense que c'est important parce que je pense que dans les motivations des entrepreneurs aujourd'hui, il y a à la fois la soif de liberté, à la fois la recherche de sens, et pour certains, la recherche du succès. Mais je pense que le succès, c'est ce qui vient en dernier, c'est ce qui doit venir en dernier. Ça sera une conséquence, mais ça ne sera pas un objectif. Être en phase avec ses valeurs, soi-même. Tu as dit, nous, ça a été ça, c'était la recherche de liberté, d'aventure et de sens, surtout de sens, puisqu'on a créé l'entreprise sur nos valeurs. Et certainement pas l'argent ou le succès. D'ailleurs, même quand j'ai dit à mes parents, je ne veux plus devenir expert comptable, je vais créer ma boîte de chaussures. Mais il est malade. Mais il est malade. Il est malade, mon fils, il est malade. T'imagines un peu la gueule qu'ils ont tirée. Mes grands-parents encore pire. Forcément, derrière, on pense à la sécurité financière. Quand tu dis je vais créer une boîte, tu mets ça en péril et il faut pas penser à ça. Alors après, évidemment que le but, c'est pas de vivre au SMIC pendant 10 ans, mais tu sais que ça va être forcément un peu compliqué au début. D'où le fait aussi, on disait tout à l'heure, au début de sécuriser aussi cette partie-là. On a tous des besoins de vie différents. On a la chance d'avoir Pôle emploi et la rupture conventionnelle quand on est salarié avant. Premier subventionneur de création d'entreprise, c'est Pôle emploi. Exactement. Faut être clair. Donc, on a une entreprise, on cherche à partir avec une rupture co, ou alors maintenant je crois qu'avec les démissions on peut faire ça. Tu peux récupérer pour une création d'entreprise Pôle emploi maintenant. Et partir sur 2 ans d'accompagnement par Pôle emploi pour pouvoir avoir le temps de créer son entreprise, une activité et derrière en vivre si tout se passe bien. Mais oui, nous, ça a été forcément reçu bizarrement. J'ai pas une famille d'entrepreneurs, donc ça les a fait un peu stresser. Pour autant, ils sont hyper fiers aujourd'hui. Et ça a été les premiers, encore une fois, une fois qu'ils savaient qu'on allait y aller de toute façon, qu'on n'allait pas les écouter, ils se sont dit, bon, on va les aider. Alors, ils ne nous ont pas aidés financièrement, parce que moi, je voulais pas de leur argent. Mais par contre, ils nous ont aidés sur des moyens plus techniques. Par exemple, on a reçu notre premier conteneur, nos premières 1000 et quelques paires de chaussures à l'époque.
et on n'avait pas de l'argent pour se payer un entrepôt et tout, donc ça a été dans le garage des parents à Basse-Goulaine, à côté de Nantes. Et je me rappelle encore la tête du transporteur qui a vu la descente du garage pour la mettre au sous-sol. Il a dit mais c'est là que je vais livrer toutes les palettes là. Il n'avait jamais vu ça. Et bon, mais au bout d'un moment, mes parents m'ont dit on serait bien que tu dégages les chaussures maintenant que ça prend forme et tu trouves un entrepôt. Donc le cliché, ça a commencé dans un garage. Ngo, ça a du coup vraiment commencé dans un garage. Et tu parlais de sens, ça a été de voir ce que tu as créé, avoir le produit, de mettre la paire dans le carton pour l'envoyer à tes premiers clients. Bah, ça reste mon plus grand bonheur dans l'entreprise, alors que c'est un métier qui est somme toute basique, de mettre voilà, l'emmener à la poste, etc. Quand j'étais étudiant, c'est pas ça qui m'aurait fait rêver. Et pourtant, c'est ça qui m'a apporté le plus de bonheur et d'enrichissement, plus que finalement quand j'étais en cabinet, que j'accompagnais certains grands chefs d'entreprise, etc. Donc, super témoignage, ça. Je trouve les belles joies de l'entrepreneuriat. Super témoignage, bien sûr. Est-ce que, on va voir, il va falloir qu'on déjà conclure malheureusement. Est-ce que tu as une anecdote, un scoop, une actualité à partager avant qu'on conclue? Sur Réseau Entreprendre, donc simplement réaffirmer que l'objectif c'est d'être à 100% de projets à impact d'ici à 2025, ce qui est, on doit être rendu à 1/3 là, sur la proportion aujourd'hui en 2021. Donc on a encore un bout de chemin à réaliser. Donc ça c'est le premier point. Actualité professionnelle, moi j'en ai pas particulièrement, en tout cas pas qui soit vraiment intéressante pour tout le monde ici, mais non, simplement juste passer un message. Il y a mon associé qui disait ça il y a peu de temps pendant le séminaire d'équipe qu'on a fait, c'est deviens ce que tu es. J'aime bien cette phrase parce qu'elle me résonne régulièrement en tête depuis 20 ans, parce qu'en fait, ça fait 20 ans que j'essaie de savoir après quoi je cours dans ces différentes créations de projets. Mais ça, si on peut faire passer ce message à un maximum de personnes, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de s'accomplir et de faire quelque chose qui résonne en nous. Donc voilà, donc si les gens peuvent retenir une chose, c'est que ils sont tous capables de réaliser de grandes choses, de faire bouger, changer le monde c'est peut-être présomptueux, mais en tout cas de faire bouger certaines choses par le biais de ce qu'ils ont dans le ventre, et ça leur donnera une forme de sérénité intérieure et d'accomplissement, même si ça demandera du sang, de la sueur et du temps. Mais il n'y a rien de plus beau que de se sentir exactement là où on doit être et d'arriver à réaliser des choses. Donc, tu vois, plus que de l'actualité, c'est ce message-là que je voudrais porter. C'est justement ce qu'on voulait faire passer dans ce podcast en t'invitant. Donc j'espère qu'on a réussi à faire inspirer tout ce qu'on a envie autour de l'impact de l'entrepreneuriat, et rappeler que si dans la communauté qui nous suit, certains ont une entreprise, qu'ils n'hésitent pas à contacter leur réseau entreprendre de leur région. S'ils veulent créer une entreprise, qu'ils n'hésitent pas à sortir, à parler de leur projet, à en parler un maximum autour d'eux. Moi, j'ai beaucoup de créateurs, de futurs créateurs qui me contactent. Je dis jamais non. Je prends le temps par téléphone, par visio, autour d'un café, pour en parler parce que je l'ai connu quand j'ai créé mon entreprise et qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Donc, à l'image de Réseau Entreprendre, donnons notre temps pour aider les uns les autres, et n'ayons pas peur, parce qu'effectivement, j'ai encore des fois des entrepreneurs qui disent qu'ils ont peur de déranger et qui vont avoir peur du coup d'aller vers les autres et de récolter des témoignages. Donc, parlons-en, et on va conclure là-dessus. Merci Vincent. Avec plaisir. Cool d'échanger ensemble. Merci de l'invitation. Et avec plaisir. Et puis du coup, on peut retrouver donc Réseau Entreprendre sur le site internet, sur les différents réseaux. Absolument. Sur LinkedIn, sur le site web, par téléphone aussi. Il y a un numéro que j'ai pas en tête. Non. Faudra le mettre dans les commentaires. Et puis de toute façon, il y a un peu de toute la France, donc tout dépend de quel réseau Entreprendre on parle. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Réseau Entreprendre. Encore une fois, merci. À bientôt. À plus.